C'est bon? Bonjour à tous, bienvenue à cette session du GenAI Day. Ravi de vous avoir ici avec nous. Je me présente, je suis Thomas Buatois, je suis solution architect, dans les équipes startup d'AWS France. Je suis avec ma collègue, Charline, ici présente et aujourd'hui, ensemble, on va essayer de vous expliquer un petit peu comment optimiser, l'inférence, de vos modèles LLM pour la GenAI, vraiment à l'échelle. Alors avec Charline, on s'occupe, exclusivement des startups françaises, et depuis, on va dire 2-3 ans, on parle, d'IA et d'IA générative. On a vu que ça a pas mal évolué et que ça a évolué très vite, hein. En 2023, on était plutôt sur le POC, tout le monde se cherchait un petit peu. Qu'est-ce que c'est ces nouvelles technologies? Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va l'utiliser? Ça allait rapidement en production, hein, l'année dernière. Beaucoup de nos clients, venaient nous demander comment mettre ça, en production déjà à l'échelle et en 2025 aujourd'hui avec l'avènement des workflows agentiques, on va avoir de plus en plus, d'utilisation de l'IA massivement, hein, dans, les startups mais aussi, les grandes entreprises. On va aller chercher la valeur business et tout ça, ça évolue vraiment très vite. Je voulais vous raconter une petite anecdote, hein, de quand j'ai fait ces slides il y a quelques semaines déjà. Je me baladais sur LinkedIn et je suis tombé sur, l'annonce d'Anthropic qui annonçait Claude 2.1. Ce qui m'a le plus choqué, c'était de voir que, LinkedIn mettait que c'était il y a uniquement 1 an. Sur le coup, je me suis dit: «Non, c'est pas possible, ça va vraiment si vite». Bon, la réalité quand même, c'est que c'était en 2023, donc c'était un peu plus long que ça. Mais tout ça pour dire que le monde des LLM, ça avance rapidement. Pour moi, Claude 2.1, c'était un modèle et c'est un modèle qui est devenu obsolète aujourd'hui parce que, il y a eu beaucoup de nouvelles itérations de ce nouveau modèle. C'est ce que j'ai voulu vous représenter ici sur cette timeline. C'est, les nouveaux modèles qui sont sortis sur Amazon Bedrock, notre plateforme d'inférence, qui sont rendus disponibles sur les 12 derniers mois. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que même sur, le modèle Claude d'Anthropic, on a eu Sonnet 3.5 V2, 3.7, 4, 4.1 et la semaine dernière, j'ai encore dû, mettre à jour les slides parce que il a fallu mettre, Claude 4.5. Bon, il y a pas que Claude dans la vie, il y en a eu d'autres, il y a d'autres modèles qui sont arrivés, qui viennent challenger les autres de plus en plus, hein. DeepSeek, par exemple, en début d'année, a, fait couler beaucoup d'encre, numérique et ça montre à quel point les LLM et l'IA générative dans sa globalité bougent rapidement. Mais surtout, on a un choix de plus en plus conséquent en termes de modèles et de capacité de ces modèles. Ce que vous voyez ici, c'est, tous les modèles providers qui sont disponibles sur notre plateforme, serverless Bedrock avec, leur modèle, un ou plusieurs modèles au minimum. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un choix qui est complètement fou, hein. On va avoir des modèles, de toutes sortes, de toutes tailles et qui vont pouvoir répondre à un nombre, croissant de cas d'usage. On a des modèles qui vont être open source, certains qui vont être closed source, d'autres, spécialisés dans le code, dans, la lecture de documents, dans la vidéo, dans l'image. On a un choix, réellement, fou et qui nous permet d'utiliser, pour à peu près tout aujourd'hui. Et pourquoi on vous parle d'inférence aujourd'hui avec Charline spécifiquement? Parce que pour moi, l'inférence, c'est réellement le nerf de la guerre. Alors évidemment, pour avoir tous ces modèles, hein, il faut beaucoup de training, il faut beaucoup de temps, ça prend du temps d'engineering, ça prend du temps, GPU qui coûte, assez cher pour être tout à fait honnête, mais c'est pas ça qui apporte de la valeur. Ce qui apporte de la valeur, c'est quand ce modèle il tourne, c'est quand celui-ci, vous lui donnez des requêtes et qui répond à des cas d'usage pour vos clients, dans vos applications, dans votre chatbot, dans votre back-end. C'est réellement ça qui délivre de la valeur à votre cas d'usage. Et vos clients, ils interagiront jamais, hein, à part si vous êtes un modèle provider ou fine tuner, avec votre, pipeline de training. Ils vont interagir avec votre inférence. Et pour faire de l'inférence, vous avez le choix, du modèle que vous allez mettre en inférence, mais vous avez le choix aussi de comment vous allez faire cette inférence, en tout cas sur AWS. Premièrement, je vous en parlais juste à l'instant, Bedrock. C'est notre service d'inférence serverless. Vous avez tout le choix des modèles que je viens de vous présenter et vous payez au token, ce qui rentre, ce qui sort. Mais vous n'avez pas du tout à vous préoccuper de comment ça tourne, comment ça se passe, comment ça scale. C'est fait pour vous et vraiment, ça permet d'aller à l'échelle. Si vous voulez manager un petit peu ou si vous avez vos propres modèles que vous avez fine-tunés, que vous voulez
ou que vous avez acheté sur la marketplace, vous pouvez aussi le faire sur Amazon Bedrock. Et vous pouvez aussi le faire sur SageMaker, qui est notre plateforme qui va être vraiment dédiée à la création d'un modèle de A à Z, de la data preparation jusque, évidemment, à l'inférence. Et ces 2 stacks-là, hein, elles reposent pas sur rien, elles reposent sur l'infrastructure cœur d'AWS, EC2. Donc c'est toutes nos instances que vous allez pouvoir retrouver avec un choix aussi, très grand de type de GPU, hein, NVIDIA, mais pas que, CPU pour toute l'inférence qui va être en CPU et nos, puces qui vont être spécialisées pour l'IA, Inferentia et Trainium. La plupart de ces instances, elles sont, utilisées, pas, simplement comme ça, mais elles sont orchestrées par un orchestrateur au-dessus, souvent Kubernetes ou, Elastic Container Service qu'on peut avoir sur AWS. Donc vous avez le choix. Vous avez le choix de la méthode d'inférence et vous avez le choix des modèles. La vraie question aujourd'hui, en 2025, c'est quel est le bon modèle pour ce que j'ai envie de faire, pour mon application, pour mes clients. Et pour ça, il va falloir évaluer ce modèle. Pour l'évaluer, les modèles, aujourd'hui, vous allez devoir être dans ce trade-off entre la qualité, la précision du modèle, ce qu'il est capable de faire, de fournir en fonction de ce que vous allez lui donner, ou le peu d'informations que vous allez lui donner, justement, la latence, le temps qu'il va mettre à répondre, à cette requête et son coût. Parce que le coût, il va être, ça peut être un coût juste, du paiement de la licence, mais c'est aussi un coût de l'inférence elle-même. Plus le modèle est gros, plus il est lourd, plus il met du temps à répondre, mais aussi plus il a besoin d'une grosse machine. Plus cette machine est grosse, évidemment, et ben plus ça coûte cher à faire tourner. Mais un biais que j'aimerais casser aujourd'hui, c'est le plus gros modèle, le dernier modèle, c'est toujours le meilleur. Alors c'est pas toujours le meilleur en fonction de votre cas d'usage, en fait. Ça dépend de ce que vous allez en faire. Si vous êtes sur, quelque chose de, très avancé, vous avez besoin des dernières capacités de modèle, peut-être que le dernier modèle, d'Anthropic, ici sur cette slide, ça doit être Sonnet 3.7, c'est peut-être le meilleur. Mais si vous êtes dans un workload, qui demande, une latence extrêmement faible, vous avez besoin de parler avec votre client en temps réel, dans un call center par exemple, et ben potentiellement, IQ3, ce sera, plus adapté à ce que vous êtes en train de faire. Pareil pour le coût. Est-ce que la différence de performance d'un modèle à l'autre vaut la différence de coût pour ce que vous êtes en train de faire? Tout ça, c'est des questions à se poser avant de choisir votre bon modèle. Et on l'a vu, hein, il y en a quand même, un certain nombre. Donc pour faire, cette évaluation, on va vous conseiller de le faire un peu de manière programmatique. Et pour ça, vous allez pouvoir le faire aussi avec Amazon Bedrock. Alors sur Bedrock, on a une fonctionnalité qui s'appelle Model Evaluation, qui va vous permettre en fait d'amener votre dataset, où on a des datasets qui sont déjà préfaits, pour aller évaluer sur différents critères plusieurs modèles en parallèle. C'est des choses qui peuvent être faites de manière programmatique, hein, basées sur des algorithmes, peut être fait, avec des humains, hein. Le retour humain quand on nous demande, est-ce que cette, requête de notre, qui a été faite au LLM, elle est pertinente ou pas? Mais aussi, les LLM vont maintenant juger les propres LLM entre eux, avec les LLM as a judge, qui sont assez, capables pour, des, multi-step reasoning et pour aller, assez loin dans la réflexion de ce qui va être fait. Tout ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire directement out of the box dans Bedrock Model Evaluation, mais on n'est pas sectaire. On peut aussi le faire avec tous les modèles qui sont sur Bedrock, avec tout ce qui va être fait soit en closed source, soit en open source, qui est disponible sur la place. Pour la plupart des exemples cités ici, hein, Langfuse, Landsmith, on a des templates et de la guidance qui va être disponible sur GitHub, sur nos repos, sur AWS Sample par exemple. Et tout ça, ça va s'intégrer avec Bedrock et Bedrock Observability, dont Charlie nous parlera un petit peu plus tard. Vous avez choisi votre modèle. Vous avez choisi la manière de l'inférence que vous allez faire avec, mais vous allez vouloir l'optimiser. Parce que le titre de la session ici, c'est à l'échelle. Alors oui, on peut prendre le plus gros modèle pour faire pas mal de choses quand on fait un POC, quand on a 10, 20, 50 utilisateurs et très peu de requêtes, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais à l'échelle, les quelques, centimes de différence par appel ou les quelques quarts de seconde, de différence de latence, quand on fait, 10 000, 20 000 requêtes dans la journée, ça a une vraie importance. Et typiquement dans les workflows agentiques, hein, on va avoir, des modèles qui vont, parler et faire, plusieurs steps de reasoning, hein. Si on a 4, 5 steps de reasoning avant d'arriver à la réponse finale pour l'utilisateur, vous imaginez si on a un quart de seconde de différence à chaque call LLM. Ça va se stacker et ça va faire une vraie différence dans la qualité perçue et la rapidité perçue par vos utilisateurs. Donc comment optimiser tout ça?
Alors, on va avoir les grands piliers, hein. D'abord, l'inférence, on en a parlé, vous avez le choix, comment vous allez faire l'inférence de votre modèle sur des modèles on-demand, serverless. Vous pouvez réduire les coûts, que ce soit en prenant des capacity units sur Bedrock ou en faisant de la réservation ou des spot instances sur les GPU AWS. Le modèle, évidemment, hein, on l'a vu, c'est lui qui va, dans ce trade-off, vous permettre de réduire les coûts, d'être plus ou moins rapide, plus ou moins performant dans ce que vous voulez faire. Mais il y a aussi tout un tas de fonctionnalités en plus que vous allez pouvoir, faire pour optimiser au maximum, vos cas d'usage avec les LLM. Alors, je vais pas parler ici du prompt cache, pardon, ça je vais en parler, du prompt engineering, du context engineering aussi. C'est des concepts qui s'appliquent à tous les modèles. Moi, ce dont j'aimerais vous parler, c'est les fonctionnalités qui sont mises à disposition out of the box dans Bedrock aujourd'hui. Je voudrais vous parler d'intelligent prompt routing. Alors, comme son nom l'indique, l'idée c'est de router automatiquement les requêtes, les prompts vers le bon LLM en fonction de la requête de l'utilisateur. Hein, vous pouvez avoir des use cases, un chatbot par exemple, l'utilisateur va poser différents types de questions, certaines, qui vont demander, une grosse, context Windows, beaucoup de réflexion et beaucoup de contexte et peut-être certaines questions pour utiliser un petit tool où il n'y a pas besoin de tout ça. L'idée, c'est d'évaluer en temps réel, et ça, Intelligent Prompt Routing va le faire pour vous, de dire est-ce qu'il y a une différence en fait significative entre Sonnet 3.7 et IQ 3.5, donc il y a un modèle qui est un peu plus petit et plus efficient en termes de coût pour cette requête, pour ce prompt-là à ce moment-là. Et en fait, si la différence elle est minime, eh ben pourquoi utiliser le gros modèle? On va utiliser le plus petit modèle. Et ça va être fait à l'échelle pour vous dans le back-end de Bedrock et ça va vous permettre de réduire vos coûts de l'ordre de 30% au maximum. Deuxième point assez important, le caching. Tout ce que vous faites pas, ça va vous permettre d'économiser. Et dans les workflows LLM actuels et typiquement agentique, on va refaire de plus en plus la même chose. On va renvoyer toujours le même système prompt dans plusieurs appels qu'on va stacker une fois, deux fois, trois fois. Aussi toute la partie tools, où on va avoir la description de chacun des outils qu'on met à disposition de notre LLM pour qu'il nous réponde, pour qu'il fasse des actions. Tout ça, ça prend énormément de place dans le contexte. Et à chaque fois que vous allez l'envoyer pour de l'inférence, ça va vous coûter. Ça va vous coûter en nombre de tokens et en temps de processing. En mettant en place du prompt caching sur les modèles dont c'est possible, typiquement les modèles Nova, les modèles Claude sur Bedrock sont compatibles avec le prompt caching, ça va vous permettre de réellement drastiquement réduire vos coûts, de jusqu'à 90%. Et pareil pour votre latence, parce que vous n'allez pas reprocesser encore une fois la donnée, ici jusqu'à 85%. Si vous voulez aller encore un peu plus loin, et si je reprends mon tableau de tout à l'heure pour, pour dire si vous voulez de la latence, du coût, réduit et des performances quand même très bonnes, vous avez encore un autre choix qui est la distillation de modèles. L'idée c'est, de prendre le maître de l'élève. Vous allez prendre un gros modèle très intelligent qui a été entraîné sur énormément de paramètres, énormément de données et vous allez prendre ses connaissances sur une partie de ses connaissances et vous allez distiller cette connaissance dans un plus petit modèle qui est, plus léger, qui est plus rapide et qui est moins cher à faire tourner. Et ça va vraiment avoir des impacts assez intéressants sur les performances. Ce qu'on peut voir, c'est que le gros modèle, teacher maître, qui est un Yamaha ici, 405B, donc qui est assez énorme, comparé à un Yamaha 3B, il y a pas photo, le Yamaha 405B est vraiment plus, intelligent, du moins performant sur ce test-là. Par contre, avec la distillation, donc un petit peu de fine tuning de ce plus petit modèle où on a pris la connaissance du modèle maître, le 405B, et qu'on l'a intégré dans le 3B, en fait, on voit que on arrive à toiser un petit peu ce que fait le modèle maître et même avec de la data augmentation sur des domaines un petit peu multiples, on arrive même à l'élève dépasse le maître. Et ça, c'est vraiment pertinent si vous voulez un peu le meilleur des 2 mondes. Ça a quand même un impact en termes de coût puisque c'est des modèles qui vont être spécifiques pour vous, que vous avez fine tuné et donc l'inférence, 100% serverless, on va dire, ne sera pas possible. Mais n'empêche que ça va vous permettre d'avoir des performances, dans un cas d'usage précis, très intéressant avec une latence très réduite. Et en parlant de latence justement, tout ce qu'on a vu avant, c'est ce que vous pouvez faire vous. Il y a aussi ce que nous, on peut faire nous en tant que modèle provider. Typiquement,
Bedrock, en juillet, c'est ça? Juillet de cette année, on a augmenté nos performances de manière significative sur le modèle Claude 4 Sonnet, dans le background, sans le dire à personne. Certains l'ont remarqué, on a fait pas mal de posts, sur LinkedIn pour en parler, c'est celui que je cherchais tout à l'heure. Mais, voilà, presque 40 d'augmentation, de réduction de latence end-to-end. C'est énorme et ça a été fait dans le back-end pour vous. Donc on innove pour que vous aussi, dans vos applications, vous puissiez innover. Alors moi, je vous ai parlé, énormément de votre choix de modèle, de comment vous allez, pouvoir, faire cette inférence, à l'échelle, mais pourquoi? Comment vous allez vous en servir? Et ben, pour ça, je vais laisser, Charline, vous en dire un petit peu plus. Ça marche. Bonjour à tous. Donc, merci Thomas, pour la présentation. Donc moi, je suis Charline, je fais partie de l'équipe de Thomas. Je m'occupe, également des startups, principalement des startups en fintech et pour cette partie de la présentation, je voudrais parler maintenant spécifiquement des agents. Donc Thomas vous a parlé d'inférence, d'optimisation des modèles, sur Bedrock et moi, je voudrais revenir un peu sur OK, très bien, mais quand on doit déployer, opérer ces workloads agentiques en production, comment ça se passe? Avant d'en parler, je voudrais revenir un peu sur l'évolution de l'IA agentique. On va dire il y a, quelques années quand on a, parce que bon, ça fait quelques années maintenant, comme disait Thomas, ça avance très, très vite. Quand l'IA générative est arrivée, au début, on avait des choses assez simples. C'est-à-dire, on avait une IA, très basique, vous lui posez une question, hop, elle vous sort un texte, ensuite une image, ensuite des vidéos, on a avancé. C'était déjà très impressionnant, mais on était très limité. Ça reste, vous demandez quelque chose à l'IA le fait pour vous, elle est, un peu soumise à vos questions. Ensuite sont arrivés les agents. Donc déjà là, on a eu une petite révolution puisque l'IA, au lieu de simplement vous répondre et vous donner des informations, elle devient capable de raisonner, de réfléchir, de découper des demandes en petits bouts avec des frameworks de raisonnement comme React et de prendre des actions surtout et de pouvoir modifier des systèmes, d'avoir des vraies actions dans le monde réel, ce qui un peu définit aujourd'hui les agents. Ces agents, ils sont encore limités puisqu'ils ont un contexte, hein, vous devez donner tout le contexte à l'agent. Au fur et à mesure que vous ajoutez des outils, des actions que l'agent peut prendre, le contexte grossit, 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 et vous vous retrouvez avec un énorme agent. Finalement, on en revient un peu au paradigme du monolithe. Vous avez un monolithe qui doit savoir tout faire. Et là, vous allez être limité par typiquement l'intelligence des modèles, hein. Enfin, même les modèles state of the art, comme les derniers Claude, Sonnet, etc., deviennent limités au fur et à mesure qu'ils ont un nombre d'outils trop grand et que leur contexte devient trop grand. Ils ont du mal à trouver la bonne action, le bon outil pour la bonne tâche que vous lui demandez. Sont arrivés ensuite les systèmes agentiques, voilà, petit sweet clicker. Les systèmes agentiques et qu'on entend par système agentique, c'est des systèmes qui sont complètement autonomes. Donc en général, ce sont des systèmes multi-agents qui, eux, sont capables d'exécuter des workflows très complexes. Donc vous allez avoir, au lieu d'un seul agent, plusieurs agents dans des domaines spécialisés. Ils vont pouvoir complètement automatiser des tâches, voire même, par exemple, débugger des problèmes informatiques entièrement tout seuls, sans intervention humaine. Certains sont même capables, si vous leur donnez juste un prompt, de créer des, applications entières, de générer du code pour une application entière sans demande. Donc voilà, plus on avance, moins on a besoin de supervision humaine. Bien entendu, c'est assez complexe de mettre ces systèmes en place, donc il a fallu créer des outils pour faire ça. Donc, quels outils on a créés? Ben, au début, il y a, je dirais, sur les 1-2 dernières années, on a vu des frameworks open source apparaître pour aider les développeurs à créer ces agents. Donc des frameworks comme CrewAI, LangGraph, LlamaIndex, qui sont, dont on sait qu'il y a beaucoup d'engouement pour ces frameworks sur les dernières années. Nous, on a sorti notre propre framework open source qui s'appelle Strands, donc nous AWS, hein, qui est un framework complètement flexible. Comme disait Thomas tout à l'heure, on n'est pas sectaire. Vous pouvez utiliser et développer dessus des fournisseurs de modèles comme Amazon Bedrock, mais aussi comme OpenAI, Mistral, Gemini, d'autres fournisseurs de modèles. Et c'est un framework également qui va vous permettre de faire du multi-agent en quelques lignes de code, complètement flexible open source, mais qui vous donne aussi des fonctionnalités natives, comme par exemple interagir avec des services AWS. Donc vos agents vont pouvoir interagir avec des bases de données AWS ou des API déployées sur AWS nativement. On a également vu l'apparition, notamment en 2024, fin 2024, en plus de frameworks de protocoles, comme le protocole MCP. MCP, c'est un protocole qui standardise la façon dont les agents opèrent et communiquent avec les outils dont ils ont besoin. Et plus récemment, le protocole Agent to Agent, qui est un peu l'équivalent du MCP, mais pour la communication entre agents. C'est-à-dire que maintenant, même les agents peuvent être eux-mêmes des outils pour d'autres agents, ce qui permet à ces systèmes de devenir autonomes. Et enfin, je voudrais un peu revenir sur comment vous allez
opérer, donc on parle de mise à l'échelle, hein, sur cette session. Donc, OK, c'est très bien, on a des frameworks et des protocoles, mais qu'est-ce qui se passe vraiment quand vous voulez emmener un agent en production? En réalité, au début, vous allez commencer par évaluer la faisabilité avec un proof of concept. Vous allez intégrer, tester avec vos API, vos propres données, vos bases de données privées peut-être avec du RAG. Ça va fonctionner, c'est super. Bon, au bout d'un moment, vous allez passer de quelques utilisateurs de test à une mise en production avec potentiellement des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers d'utilisateurs. Là, vous allez avoir quelques challenges qui vont arriver. Il va falloir que vous évaluiez bien le comportement de l'agent avec tous ces utilisateurs. Il va falloir mettre à l'échelle en termes de performance, de ressources. Il va falloir évaluer continuellement le modèle, donc ce dont Thomas vous parlait tout à l'heure, pour choisir et vous assurer que vous avez toujours le meilleur modèle pour la tâche. Évaluer les coûts, bien sûr, avoir une pipeline qui vous permet de monitorer ces coûts et de les garder sous le coude, je dirais. Vous allez bien sûr toujours considérer que la sécurité est primordiale. Il faut être capable de monitorer les prompts, vous assurer que ce que l'agent raconte à vos utilisateurs, c'est pas n'importe quoi, qu'il n'y a pas des problèmes de sécurité dans les réponses et les demandes à l'agent. Et bien sûr, en termes de gouvernance, vous allez avoir des nouveaux problèmes qui vont apparaître. Puisque tout à l'heure, je parlais de monolithes. Effectivement, quand on a commencé à prendre des monolithes, logiciels et les casser en microservices, on s'est retrouvé avec une grosse complexité puisque avant tout était géré dans un seul bloc, software, je dirais. Ensuite, bah, tout a été éclaté dans plusieurs services. Bah, c'est la même chose avec un seul agent qui devient un système multi-agent. Potentiellement, vous allez avoir des équipes qui gèrent l'agent A, une autre équipe gère l'agent B. Et comment est-ce que ces équipes vont travailler ensemble, communiquer, et cetera? Là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, il va vous falloir des outils pour gérer ces systèmes en production. Donc, nous, côté AWS, on a sorti très récemment, donc c'est un service qui est encore en preview, un outil, justement, un service pour répondre à ces besoins de déployer des agents en production. Donc ça s'appelle Agent Core, c'est sorti il y a quelques semaines, c'est encore en preview. Et une chose à se rappeler en fait pour Agent Core, c'est que c'est pas un seul service, en fait, c'est plusieurs briques de services. Si vous utilisez AWS, qui est familier ici, a déjà entendu parler de Agent Core? Juste, OK, pas mal de monde finalement. Donc si vous êtes un peu familier d'AWS, vous savez que Agent Core, c'est finalement ce qu'on aime le mieux chez AWS, à savoir des briques de Lego. On aime bien les briques de Lego, on aime bien les building blocks. Et donc Agent Core, c'est 7 building blocks, donc je vais vous parler rapidement. Le premier, ça va être Runtime, donc ça va être la brique bleue à gauche ici. Runtime, c'est un environnement de calcul pour déployer vos agents. Donc c'est une manière pour vous d'héberger les agents en production. Aujourd'hui, vous utilisez peut-être des containers, vous utilisez peut-être des fonctions lambda sur le cloud. C'est une nouvelle manière de déployer les agents qui est vraiment dédiée aux agents. Je vais en parler un petit peu plus après. Vous avez un bloc qui s'appelle Memory, qui est fait pour gérer, encore une fois, complètement gérer serverless, c'est pas à vous de vous en occuper, la mémoire de vos agents, donc l'historique des sessions, les messages de l'utilisateur dans d'autres conversations avec les agents. Une brique Identity qui va vous servir à gérer la sécurité avec notamment les services AWS, comment vos agents vont interagir avec les services AWS, quelle est l'identité à la fois des utilisateurs et de l'agent lui-même avec les services. Gateway qui est honnêtement celui que je trouve le plus intéressant et mon préféré, qui est une brique qui va vous permettre de transformer vos services existants, donc vos API existantes de vos services internes, en des tools, des outils que les agents peuvent utiliser. Donc ça, c'est un vrai gain de temps, on va en parler dans un moment. Ensuite, on a deux outils qui sont Code Interpreter et Browser Tool respectivement, qui donnent accès à des environnements pour exécuter du code, des environnements sécurisés pour exécuter du code par vos agents, et des fonctionnalités de navigateur web si vous voulez automatiser des workflows web. Pour ceux qui ont déjà fait du Selenium ici, vous savez à quel point c'est difficile de tester du front-end, c'est notamment pour répondre à ces besoins qu'on va utiliser des outils comme Browser Tool. Et la dernière brique qui est la brique d'observabilité, qui elle va servir à monitorer, on parlait d'évaluation, à l'échelle tout à l'heure et de monitoring à l'échelle, c'est une brique observabilité des coûts, observabilité de la performance, de la latence de vos agents en prod. Si on resitue un peu Agent Core dans Bedrock, ça reste, voilà, vous allez avoir Bedrock à droite un peu sur cette slide qui est toute la partie, dont, Thomas vous a parlé, donc l'accès au modèle, la model distillation, le prompt caching et cetera, qui sont le nerf de la guerre de Bedrock. Vous allez avoir les knowledge base, les bases de connaissances qui permettent à vos agents d'accéder à des données avec du RAG. Et vous allez avoir Agent Core qui sont les 7 briques que j'ai mentionnées. Donc c'est vraiment un service et c'est un service qui est compatible avec de l'open source et là, on va plutôt parler de framework et de protocole, donc notamment CrewAI, LangGraph, Strands qui sont compatibles avec Agent Core, bien sûr. MCP compatible nativement avec Agent Core, on va en parler tout à l'heure, et Agent to Agent qui arrive aussi sur Agent Core.
Donc juste pour parler un petit peu en détail de quelques briques, je voudrais focus un peu sur runtime et identity en premier. Donc pour vous expliquer un peu comment ça marche, donc comme je disais tout à l'heure, runtime, c'est un environnement d'exécution, dédié aux agents, soit des agents temps réel qui répondent directement à vos utilisateurs, soit des agents qui automatisent des systèmes entiers et là potentiellement ça peut durer jusqu'à 8 heures. Donc aujourd'hui, c'est, un environnement qui vous permet d'exécuter des workloads jusqu'à 8 heures, qui vous donne des fonctionnalités de checkpointing, de recovery si jamais, pendant cette fameuse workload de 8 heures, vous avez un problème et qu'il faut reprendre après erreur et qui permet de notamment utiliser les frameworks open source en voilà, en quelques lignes de code, vous allez pouvoir déployer votre agent et la partie, pour moi, la plus importante, il vous permet d'avoir un environnement d'exécution qui est sécurisé et quand on parle d'isolation de session, ce qu'on veut dire, c'est que vous allez avoir, une mémoire dédiée par agent. Donc en fait, la mémoire en elle-même, elle est isolée, ce qui fait que vous n'avez pas de risque de fuite de données entre les exécutions des agents, ce qui est très important si vous avez des systèmes multi-tenant, par exemple. Donc runtime, comment ça marche je dirais, concrètement? Vous êtes développeur, vous allez écrire du code. Comme d'habitude, vous allez utiliser probablement des fournisseurs de modèles comme Amazon Bedrock, OpenAI, Mistral, ce que vous voulez. Vous allez utiliser un framework open source pour créer vos agents. Et vous allez utiliser en plus quelques librairies d'Agent Core, donc un décorateur pour runtime que vous allez ajouter à votre code. Ensuite, on reste sur une optique de standardisation. On veut aller de plus en plus vers, finalement, un agent IA. C'est une application comme une autre. Donc, on va partir sur des frameworks standards. Donc, vous allez construire un Dockerfile. Ce Dockerfile, vous allez pousser l'image, le construire et pousser l'image quelque part. Et le runtime d'Agent Core va récupérer cette image sur un repository type Docker, l'exécuter et vous fournir un endpoint, ce qui fait que votre application, elle a juste cet endpoint à appeler et vous n'avez pas à gérer comment il est déployé. Votre container, il tourne dans Agent Core. Voilà, donc c'est vraiment très simple et on en revient vraiment sur, à l'échelle, comment vous voulez que vos applications IA soient gérées par, vos équipes SRI comme n'importe quelle autre application. Ensuite, je vais vous parler un peu de gateway rapidement, parce que quand on parle d'une optique de mise à l'échelle, c'est vraiment la brique qui m'intéresse le plus. Aujourd'hui, avec Gateway, vous allez pouvoir transformer votre code existant en des outils que des agents peuvent utiliser. Ça peut être des API, ça peut être aussi des fonctions lambda, si vous avez des fonctions lambda sur le cloud. Et vous allez les inscrire en fait dans Gateway et récupérer derrière un endpoint, donc vraiment une URL en fait, enfin un endpoint que vos agents vont pouvoir utiliser comme si c'était des outils MCP. Et donc Gateway va vous fournir ce registre, cet annuaire de tools disponibles. Toutes vos équipes produits qui font des API vont pouvoir les enregistrer et en fait, vos agents vont pouvoir utiliser toutes les API qui existent dans vos entreprises. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que ça va vous fournir en plus de ça ce qu'on appelle le context aware discovery, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, au moment de la requête à votre agent, savoir ce qui est disponible. Pourquoi c'est important? Parce qu'on parlait tout à l'heure du contexte qui, plus on grandit, plus on monte à l'échelle, plus le contexte de vos agents il augmente. Donc comment on va résoudre ça? Aujourd'hui, vous avez votre client, votre agent, il va parler à Gateway, qui va lui répondre en lui disant, voilà, tu as dans les tools disponibles ces API, ces fonctions lambda. Bon, là, on a 6 tools disponibles. Super. 6 tools, c'est pas vraiment un problème. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un agent, vous lui demandez tous les tools disponibles, vous êtes un service RH. Votre service RH, il vous a fourni 250 outils, 250 actions que vous pouvez faire sur la base de données RH, par exemple. Super. Vous avez un service de payroll. Le service de payroll, lui, vous pouvez faire 100 actions sur la base de données. OK, on commence à arriver à 350 outils quand même. Et un autre service qui, lui, a 10 outils. Quand vous retournez ces 300 outils au contexte de l'agent, vous allez payer beaucoup parce que vous allez vous avoir un contexte énorme et vous payez au token. Et en plus de ça, votre agent va être un peu perdu. Quelle est la bonne action parmi ces 300? Gateway va vous donner une recherche sémantique, c'est-à-dire qu'au lieu de renvoyer les 300, vous allez demander, par exemple ici, créer un post pour les réseaux sociaux. La recherche sémantique de Gateway, elle est complètement gérée. Elle va sortir la liste des 300, regarder lesquels sont en rapport avec créer des posts pour les réseaux sociaux et renvoyer à l'agent seulement les 4 tools les plus pertinents. Donc avec ça, vous avez un contexte qui est beaucoup plus petit. Votre agent, vous n'avez plus besoin d'un modèle énorme pour comprendre ce qu'il faut faire, puisqu'il n'y a que 4 actions possibles. Donc c'est assez simple de savoir laquelle est la bonne. Et tout ça, c'est géré, Gateway index automatiquement les outils pour vous. Donc ça, en termes de scaling, en termes de mise à l'échelle, c'est hyper important parce que vous allez pouvoir encore réduire le contexte de vos agents. Même chose avec la brique memory, qui va appliquer exactement la même chose, mais pour la mémoire. C'est-à-dire, au lieu des tools, c'est comment vous gérez l'historique des conversations.
Vous allez pouvoir avoir un service qui gère pour vous et ces services, vous pouvez les utiliser ensemble ou tout seul d'ailleurs. Vous pouvez utiliser que la brique mémoire si vous avez envie. Vous allez pouvoir gérer tout l'historique, les préférences utilisateurs avec un stockage qui est dédié. Vous pouvez le déployer dans une région particulière si vous avez des problèmes de compliance, que vous devez garder les données en Europe, par exemple. Et vous allez pouvoir complètement customiser la façon dont vous extrayez en fait ces informations de la mémoire. Vous pouvez changer le modèle qui les extrait, vous pouvez changer la façon dont c'est stocké, etc. Vous allez vous retrouver avec votre agent qui, dans le code, va juste appeler les API de la brique Agent Core Memory, va pouvoir récupérer dans ce qu'on appelle la mémoire à court terme les messages qui ont été stockés avant. Donc, il y a un module d'extraction de mémoire que vous pouvez customiser là aussi. Il va être capable de lister tous les événements qui ont été faits et surtout, dans la mémoire long terme, ce qu'il va être capable de faire, c'est résumer les conversations précédentes. Et encore une fois, on parle de mise à l'échelle. Comment on réduit le contexte quand on a des centaines d'utilisateurs, des centaines de conversations qui ont déjà eu lieu? Ben ça vous permet de typiquement résumer en quelques lignes les conversations précédentes, les préférences de cet utilisateur. Et vous avez des agents qui sont de plus en plus personnalisés, même si vous avez des centaines de milliers d'utilisateurs. Voilà. Et alors j'ai une dernière brique dont je veux parler un petit peu, c'est la brique observabilité. Donc c'est, une brique pareil que vous pouvez utiliser seule, mais qui s'intègre aussi nativement avec Runtime Memory et Gateway, qui vous permet de générer notamment des traces, des logs OpenTelemetry qui sont compatibles avec des dashboards d'OpenTelemetry, comme Langfuse, Datadog et cetera, et qui vont vous permettre de traquer vraiment toutes les actions, le nombre de sessions, toutes les métriques qui sont liées à vos agents et qui vont vous permettre aussi, de traquer les coûts par utilisateur, par exemple. Donc, si vous avez des problématiques de monétisation, de savoir quel utilisateur dépense le plus de tokens, etc., vous allez pouvoir mettre en place ce type d'observabilité. Et plus vous augmentez, plus vous mettez à l'échelle vos agents, plus vous aurez besoin de plateformes comme ça qui vont vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur le déploiement de votre système agentique. Voilà, c'est tout pour Agent Core. Si ça vous intéresse, on a deux liens ici que je vous conseille. Le premier, c'est le release blog qui explique très très bien ces briques et qui parle de déploiement d'agents à l'échelle. Et le deuxième, c'est un repo GitHub avec toute une liste d'exemples pour essayer Agent Core. Je vous encourage à l'utiliser aujourd'hui. C'est encore en preview, mais vous pouvez dès aujourd'hui déployer des systèmes en prod avec Agent Core. C'est tout pour nous, je pense. Voilà, merci beaucoup, Merci, et c'est voilà, et n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur le feedback, c'est important pour nous, voilà. Donc, merci, j'espère que ça vous a donné merci, l'idée et n'hésitez pas à venir nous poser des questions, également. Je crois qu'il y a un peu de temps avant la session, suivante, non? pas sûr, Non? Si? mais on sera là.